Bonjour et bienvenue à cette courte capsule portant sur l'évaluation des apprentissages et la démarche d'évaluation. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique en français au secondaire et CP responsable du dossier Insertion professionnelle et mentorat au primaire et au secondaire. Cette capsule vous permettra de mieux connaître les ressources en évaluation, de mieux connaître la démarche d'évaluation et de développer votre confiance en tant que professionnel de l'enseignement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il importe de remettre en perspective le rôle et les responsabilités des enseignants au regard de l'évaluation. Ainsi, le paragraphe 6 de l'article 8-2.01 de la Convention nationale stipule qu'il est du devoir de l'enseignant d'évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d'en faire rapport à la direction de l'école et aux parents selon le système en vigueur. Ce système est un objet soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00. Abordons maintenant le premier point, la démarche d'évaluation. Sachez que des documents sont mis à votre disposition dans votre milieu afin de porter un regard plus détaillé sur la démarche d'évaluation selon que vous œuvrez au préscolaire, au primaire ou au secondaire. Il importe aussi de savoir que le ministère de l'Éducation va publier des documents officiels qui viennent encadrer la pratique de l'évaluation, c'est-à-dire la politique d'évaluation des apprentissages, de même que les cadres en évaluation des apprentissages qui sont publiés pour chacune des matières. Cela étant dit, la démarche d'évaluation repose sur une question primordiale. Pourquoi évalue-t-on nos élèves? La fonction première de l'évaluation en est une d'aide à l'apprentissage. Elle permet à l'enseignant de situer l'élève, de mettre en évidence ses forces et de déceler ses difficultés pour ensuite le soutenir dans ses apprentissages. L'évaluation doit donc être au service de la réussite des élèves. Évaluer vise aussi à rendre compte du niveau de développement des compétences et de l'acquisition des connaissances. Elle permet de porter un jugement sur la promotion des élèves d'une année à l'autre, mais elle a aussi une fonction au regard de la portée certificative quant à la diplomation des élèves. Enfin, l'évaluation permet à l'enseignant de réguler son enseignement. C'est-à-dire que les informations colligées permettent d'ajuster la planification et la prestation de l'enseignement, tant au point de vue des notions et des concepts qui doivent être vus ou revus, que par rapport aux stratégies qui doivent être enseignées. Voyons maintenant la démarche d'évaluation à proprement parler. Elle se compose de 5 étapes qui vous seront présentées en détail dans quelques instants. Il s'agit de la planification, de la prise d'information, de l'interprétation, du jugement et de la décision-action. Portons un regard sur la première étape de la démarche d'évaluation, la planification. Pour nous soutenir dans notre réflexion quant à la planification, on peut se poser la question « Qu'est-ce que j'évalue » La planification est une étape importante qui va déterminer la qualité du reste de la démarche. En ce sens, il est important de bien connaître nos intentions pédagogiques et de bien connaître nos exigences. Le recours à la progression des apprentissages s'avérera donc fort utile. On devra aussi se questionner sur la pondération des compétences, de même que sur la fréquence d'évaluation et sur les normes et modalités qui ont été publiées dans notre école. Planifier, c'est élaborer des situations d'apprentissage en considérant les intérêts des élèves et les domaines généraux de formation, mais c'est aussi cibler des compétences disciplinaires et non disciplinaires, les connaissances, les repères culturels, les notions et concepts. C'est prévoir l'intégration d'éthique, sélectionner des critères d'évaluation du cadre d'évaluation des apprentissages, présenter les cadres d'évaluation aux élèves de manière explicite afin qu'ils connaissent bien ce que seront les attentes. C'est tenir compte des besoins particuliers des élèves s'il y a lieu, de choisir le moment de l'évaluation et son outil, de mettre différentes ressources à la disposition des élèves et de prévoir le déroulement. Les ressources que nous avons à notre disposition sont le programme de formation, le document sur la progression des apprentissages, les cadres d'évaluation des apprentissages, les infobulletins qui sont publiés, de même que les documents sur les normes et modalités d'évaluation des apprentissages qui sont propres à chacune des écoles. Observons la deuxième étape de la démarche d'évaluation, la prise d'information.
Pour nous soutenir dans notre réflexion, nous pouvons répondre à la question « Comment vais-je le faire ?» Qu'elle soit dans une optique d'aide à l'apprentissage ou de promotion, ma prise d'information doit s'appuyer sur des traces suffisantes et pertinentes. En ce sens, un lien explicite doit être établi auprès de l'élève entre ce qui a été enseigné, c'est-à-dire les notions et les concepts, mais aussi les attentes au regard du développement des compétences et les composantes observables des critères d'évaluation. Pour ce faire, on dispose d'un ensemble d'outils développés à l'échelle locale, c'est-à-dire à notre école ou à notre centre de service, mais aussi, selon le cas, à l'échelle provinciale par l'entremise des épreuves ministérielles. La prise d'information sera nécessairement intégrée à la dynamique de la classe. Toutefois, elle pourra se faire de façon spontanée et non instrumentée, mais aussi de façon formelle à l'aide d'instruments d'évaluation. La prise d'information peut être réalisée par l'enseignant et l'élève, par les élèves entre eux et par l'élève lui-même. On pourra faire la prise d'information à l'aide d'outils appropriés et diversifiés, par exemple pour la prise de l'information à l'aide de grilles d'observation, de listes de vérification, d'entrevues, de construction de réseaux conceptuels, d'annotation sur les productions, mais on pourra aussi consigner l'information dans un journal de bord de l'enseignant, dans un dossier anecdotique, dans un journal de bord de l'élève et dans un portfolio. Nous attirons votre attention sur les ressources qui sont disponibles, c'est-à-dire des situations d'apprentissage et d'évaluation, les situations qui sont disponibles sur le site BIM, les situations d'évaluation du ministère, de même que des outils sur la section enseignants des services éducatifs à partir du guichet unique. La troisième étape de la démarche d'évaluation est l'interprétation. Pour me soutenir dans ma réflexion, je peux me poser la question « Que m'apprend la prise d'information quant aux apprentissages de l'élève ?» Interpréter, c'est analyser l'information dans le but de porter un jugement sur le développement des compétences pour, éventuellement, prendre des décisions qui s'imposent, par exemple, apporter les correctifs nécessaires à ma planification. Cela me permet de constater où se situe l'élève quant aux attentes en évaluation, c'est-à-dire quelles sont ses forces, mais aussi quels sont les défis qu'il rencontre. Pour interpréter mon information de façon rigoureuse, je dois m'appuyer sur les composantes qui soient le plus objectives et le plus fixes possible. Ça nécessite donc le recours aux balises prescrites par le ministère, afin justement d'éviter des fluctuations dans le temps, par exemple d'une cohorte d'élèves à la cohorte de l'année suivante, ou d'éviter des fluctuations selon les régions ou selon les facteurs socio-économiques, par exemple. Il importe donc ici d'apporter une mise en garde. Le barème des attentes s'établit en fonction des documents prescrits par le ministère. Il faut donc résister au réflexe de porter un jugement sur le développement des compétences des élèves en les comparant aux plus performants du groupe. L'arrimage aux attentes permet donc une interprétation plus objective. Il est vrai que parfois l'évaluation puisse être teintée de subjectivité, mais elle n'est pas arbitraire puisqu'elle s'appuie sur des éléments observables et fixes. Il faut aussi être critique au regard du matériel des maisons d'édition. En effet, il arrive que des cahiers d'exercice ou des volumes ne soient pas tout à fait en phase avec la progression des apprentissages et viennent donc fausser notre interprétation, ce qui aura une incidence sur notre jugement. Par conséquent, le jugement, qui est notre quatrième étape de la démarche d'évaluation, est intimement lié à l'interprétation des données. C'est par cette interprétation que je peux juger si le développement des compétences chez l'élève est conforme aux attentes. Afin de soutenir l'élève dans ses apprentissages, je me dois de lui faire part de mon jugement. En effet, pour que l'élève puisse poursuivre son développement, il doit être en mesure de se situer par rapport à ses apprentissages et de reconnaître ses forces et défis. Pour ce faire, je privilégierai notamment la rétroaction constructive à l'élève et diverses annotations. Cela nous amène à apporter quelques petites précisions sur la notation. La notation est une rétroaction écrite qui vise l'amélioration de l'élève. En ce sens, elle est associée à l'évaluation en aide à l'apprentissage. Cette rétroaction peut aussi se faire à l'oral, mais elle aura tout intérêt à être consignée afin que l'élève puisse y revenir en cas de besoin. Il est important de bien distinguer les termes annotation et notation, cette dernière consistant à mettre une note ou une appréciation.
La rétroaction visera à porter des observations sur la tâche et non sur l'élève. En ce sens, une annotation de qualité devrait être lisible, être liée aux intentions pédagogiques poursuivies par l'enseignant, désigner des points positifs dont des réussites précises, mais aussi sélectionner parmi les erreurs quelles sont celles qui sont les plus importantes. L'annotation permettra de localiser clairement l'erreur, d'en préciser la nature et d'orienter sa correction. L'annotation fera référence à des critères précis donnés préalablement, mais aussi elle renvoiera aux apprentissages qui étaient prévus. Lors de l'annotation, l'enseignant peut donner des conseils sur la méthode, donc aussi offrir du soutien au regard de l'utilisation des stratégies. Enfin, afin de valoriser et de favoriser le développement de l'autonomie chez l'élève, l'annotation incitera l'élève à identifier ses erreurs, à les répertorier, à s'auto-corriger et à s'auto-évaluer. Il faudra toutefois éviter que notre annotation utilise des expressions vagues ou d'ordre général qui n'indiqueront ni ce qu'il faut améliorer ni la façon d'y parvenir. On évitera aussi les expressions comme « fais des efforts »,« concentre-toi » ou « prends soin de ton travail ». Les phrases ou expressions négatives sont aussi à proscrire. Par exemple, « tu n'as pas été capable de ». Enfin, il faut aussi éviter les annotations trop nombreuses qui viendraient porter écran aux apprentissages les plus importants que l'élève doit faire. La dernière étape de notre démarche d'évaluation est la décision-action. À titre de question, comment mes élèves vont-ils poursuivre leurs apprentissages? En fait, l'étape de décision-action me permet de porter un regard aussi bien au fur et à mesure du déroulement des situations d'apprentissage qu'en cours ou en fin d'année. Au fur et à mesure des apprentissages, la décision-action me permettra d'intervenir pour favoriser la réussite des élèves, c'est-à-dire de profiter de rencontres, de mettre en place des mesures de différenciation pédagogique, d'élaborer au besoin un plan d'intervention, etc. En cours d'année, le processus de décision-action me permettra de déterminer et de communiquer les interventions nécessaires pour favoriser la réussite de l'élève. En fin d'année, elle me permettra de déterminer et de communiquer les interventions nécessaires pour favoriser la réussite de l'élève, c'est-à-dire y a-t-il des mesures de soutien spécifiques à prévoir, y a-t-il des ajustements à apporter au plan d'intervention? Donc, ce sont tout un ensemble de pistes qui vont me permettre de pouvoir soutenir l'élève et de pouvoir statuer si l'élève est en situation de réussite ou en situation d'échec. Enfin, une fois l'étape de décision-action complétée, je communiquerai les résultats à l'élève et aux parents. Cette étape pourra se réaliser par l'entremise des communications au bulletin 3 fois dans l'année, mais aussi par l'entremise des outils de communication aux parents. Pour me soutenir dans cette étape, je peux utiliser le guide GPI Internet, la rubrique GPI Internet à partir du guichet unique et les outils de communication avec les parents propres à chacune des écoles. Il est important de noter qu'une fois que ma démarche d'évaluation est complétée, elle permet de relancer pour une nouvelle boucle, c'est-à-dire qu'une fois que ma décision-action a été faite, elle me permet de porter un regard sur ma prochaine planification qui, elle, m'amènera vers la prise d'information, une nouvelle interprétation, un nouveau jugement, une nouvelle décision-action qui relancera vers des planifications d'ajustement ou de décision. Finalement, je garde en tête que je m'appuie sur des éléments objectifs en ayant des exigences cohérentes avec le programme, avec la progression des apprentissages, ainsi qu'avec les cadres d'évaluation des apprentissages. Je garde en tête aussi que j'ai des exigences qui sont constantes. Et enfin, je garde en perspective l'idée que j'évalue les apprentissages de l'élève. Oh, et je me permets une dernière petite observation au regard du document sur les normes et modalités d'évaluation des apprentissages propres à chacune des écoles. Ce document permet entre autres de définir quelle sera la fréquence d'évaluation des compétences disciplinaires aux étapes 1, 2 et 3, mais aussi de cibler les compétences non disciplinaires, de consigner les renseignements à transmettre aux parents en début d'année,
de rappeler que la première communication ou bulletin 0 doit se faire avant le 15 octobre, de définir les formes possibles de communication mensuelle, d'établir un calendrier des communications obligatoires et autres. Nous vous invitons aussi à consulter les différentes ressources, dont les ressources ministérielles Cadre d'évaluation des apprentissages et Progression des apprentissages, mais aussi les documents produits par le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, l'évaluation et le bulletin national, le guide GPI Internet, ainsi que le document L'incidence de la différenciation sur l'évaluation. Notez aussi d'autres documents sur les normes et modalités propres à chacune des écoles. Vous pouvez vous référer à vos collègues, à la section Enseignants services éducatifs aux jeunes du guichet unique et aux différentes ressources sur Teams, dont celle sur l'évaluation au cœur de nos apprentissages. Il est à noter que les principes qui ont été énoncés dans cette courte capsule sont des principes d'ordre général. Si vous avez des questions au regard de l'évaluation d'une matière en particulier, n'hésitez pas à communiquer avec les conseillères et conseillers pédagogiques des services éducatifs aux jeunes pour lesquels vous trouvez les coordonnées sur cette diapositive. Au plaisir de travailler avec vous!